Tu sais, c'est drôle parce que j'avais cette discussion-là cette semaine avec un ami qui a lui aussi fait doctorat, postdoctorat, etc. Puis évidemment, on rigolait un peu parce que ça nous a pas mené là où au départ on pensait aller. Mais en même temps, c'est vrai que du point de vue de la formation, c'est toute une réalisation. C'est vraiment comme triompher d'un géant, là. Il y a une bataille, c'est David contre Goliath au début. On ne sait pas comment on va faire pour battre ce géant. Puis à un moment donné, on le bat. Puis ça nous donne une assurance après, intellectuellement, pour faire toutes sortes de choses. J'aurais pas écrit des livres, je pense, si je n'avais pas fait d'abord ce doctorat qui m'a comme prouvé une première fois que je pouvais aller au bout d'un projet. Bienvenue sur ce nouvel épisode d'Au-delà de la thèse avec Papa PhD. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir avec moi Mathieu Bellil. Mathieu Bellil est né à Drummondville en 1976. Il est professeur, éditeur et chroniqueur. Il est l'auteur de Bienvenue au pays de la vie ordinaire en 2017 et aussi de L'Empire invisible, essai sur la métamorphose de l'Amérique, prix Pierre Vadeboncoeur 2020, finaliste au prix littéraire du gouverneur général en 2021 et aussi de Ce qui meurt en nous 2022. Cet automne, il fera paraître un nouvel essai, Une brève histoire de l'espoir chez Lux Éditeur. Bienvenue sur Au-delà de la thèse avec Papa PhD, Merci, Mathieu. merci de l'invitation. Mais je suis très très content que tu sois ici aujourd'hui. Je suis très très content d'avoir croisé notre connaissance mutuelle, donc Julien Pierre, qui lui a été ton élève. Qui a été mon étudiant, Julien-Pierre Boisvert, qu'on salue. Je crois que c'était ma première année d'enseignement. Il y aura déjà 21 ou 22 ans. Oui, puis tu sais, lui, il connaît, tu sais, on a déjà parlé du balado, d'ailleurs, il va venir, lui, il fait du recrutement, il est chasseur de tête, je vous le dis, il va être là à un moment donné pour vous parler de son point de vue, qui est très important. Mais à un moment donné, on jasait, il a dit, je pense que j'ai quelqu'un pour toi, et c'était toi. Et, euh, et, euh, et c'est ça, en tout cas, à ce que j'ai compris, tu sais, il a beaucoup apprécié être ton élève, en tout cas, puis il m'a parlé de capacité de communication, puis de transmettre, puis c'était en littérature, tu me le disais tantôt. Et, euh, et c'est ça, et toi, tu as un doctorat, et tu es allé, et ça fait un petit peu plus de 20 ans que tu enseignes dans le système des cégeps ici au Québec. Et ça, c'est un trajet qui n'a pas encore été couvert sur le balado. Donc, quand il m'a dit ça, j'ai tout de suite dit, ah oui, si tu peux me mettre en contact, ça serait un grand plaisir. Donc, ouais, est-ce que tu peux nous dire un petit peu c'est comment tu as navigué ça? Peut-être nous aussi nous raconter tu sais, ton trajet doctoral académique. Et après, comment, tu sais, versus continuer dans l'académique, cette idée d'aller enseigner puis d'aller dans le système des cégeps. Ouais, c'est peut-être pas un hasard que je me retrouve prof de cégep, parce que je pense que avec le recul, les 2 années de cégep que j'ai vécues dans un collège qui s'appelait le Collège Shawinigan, qui est un cégep public au milieu des années 90, pour moi, c'est les 2 plus belles années intellectuellement de ma vie. J'ai découvert, je sortais du secondaire, je découvrais en même temps la philosophie. Alors, j'étais en sciences humaines, donc l'histoire, mais tu sais, avec une approche beaucoup plus sérieuse, la sociologie, la psychologie, l'économie. Et d'ailleurs, je me souviens encore qu'à cette époque-là, il y a un professeur de cégep qui s'appelle Guy Lamotte, qui est aujourd'hui très âgé, mais qui est toujours vivant, qui m'avait dit, toi, tu vas faire un doctorat un jour. Et ça m'a, évidemment, pour moi, euh, c'était comme une sorte de saut d'approbation, mélange prophétie aussi, là, tu Prophétie, sais, oui, mais, oui, oui. mais euh, j'accueillais et j'acceptais cette idée-là. Et j'ai l'impression qu'en fait, même avant qu'il m'ait dit ça, j'avais déjà un peu l'idée que j'aimais l'école, j'aimais étudier. Donc, quelque chose qui était en moi. J'ai fait un bac. Et très vite dans le bac, j'ai compris que j'allais continuer à la maîtrise. Puis une fois arrivé à la maîtrise, en fait, c'est là que j'ai commencé à enseigner à Brébeuf. Et évidemment, à ce moment-là, je me suis retrouvé dans euh, je voulais faire un doctorat. Je me souviens de ça. Alors, j'ai fait mon bac à l'UQAM. Après ça, je suis passé à McGill pour la maîtrise. Où d'ailleurs, j'ai étudié avec un professeur qui était l'ancien camarade de mon prof d'histoire du cégep. Ah oui, Alors, François Ricard et Guy Lamotte avaient travaillé ensemble au séminaire Sainte-Marie à Shawinigan. Alors,
Moi, tu sais, des fois, la vie intellectuelle, elle repose aussi sur des affinités, même historiques, géographiques, identitaires. Il venait de Shawinigan comme moi. Bon, il y avait quelque chose là qui me rejoignait. Euh, mais je me souviens que la maîtrise, ça s'est très, très bien passé. Et puis, je suis entré au doctorat, j'ai fait mes demandes de bourse et tout. J'ai pas obtenu tout de suite les grandes bourses, mais j'ai obtenu des bourses d'accueil. Mais très rapidement, alors il y a beaucoup de gens qui me racontent que c'est la fin du doctorat qui a été difficile. Et je le comprends. Moi, c'est étrange, mais c'était le début. Et c'était le début parce que d'abord, je pense que j'étais fatigué de ma maîtrise. J'avais travaillé fort. Et moi, la particularité de ma nature, c'est que je peux pas juste faire un doctorat. Il faut que je travaille en même temps. Il faut que je sois, alors que j'enseigne, que je sois dans des projets, que j'écrive. Je me souviens, par exemple, que pendant ma maîtrise, en même temps, j'écrivais une pièce de théâtre qu'on a montée. J'enseignais. Bon. Mais j'étais très fatigué. Et la question que je me posais au début de mon doctorat, c'était pourquoi je fais ça? Tu sais, et où est-ce que ça va me mener? Parce que à ce moment-là, je commençais bien à voir que dans le domaine universitaire, les postes n'étaient pas nombreux, que il y avait des questions un peu de timing, de chance, il y avait des questions d'affinité aussi. Est-ce que je suis en relation avec les bonnes personnes? Oui, Est-ce un que... côté politique à la Oui, oui, chose. Ouais, il y a une ouais, ouais. dimension très, très politique à l'université qui n'est pas, c'est pas le seul endroit, c'est partout un peu comme ça. Mais à l'université, c'est particulièrement exacerbé parce que il y a tellement de systèmes d'évaluation, de contre-évaluation par les pairs, pour les bourses, pour obtenir la titularisation, pour les subventions, pour ceci et cela, que il faut être un diplomate. Il y a une forme de diplomatie. Pas faire de vagues, pas être un personnage non plus trop, comment dire, bruyant. Ça, j'ai compris ça très vite. Alors, mais ça m'angoissait beaucoup parce que je me disais, est-ce que je fais tout ça pour finalement me retrouver en bout de ligne de toute façon au cégep? Est-ce que j'ai besoin d'un doctorat pour enseigner au cégep? Non. En même temps, il y avait quelque chose. Alors, au bout de la première année, j'ai abandonné. J'ai carrément abandonné. J'ai annoncé à tout le monde que, ben voilà, ça marchait pas. Il faut dire qu'après McGill, j'étais passé à l'Université de Montréal. Et durant ma première année de doctorat à l'Université de Montréal, j'avais trouvé personne avec qui je pouvais travailler. Il y avait pas, j'avais pas de développé. Alors, j'avais pas développé de lien. Oui, les atomes crochus n'étaient pas Non, là comme ils l'étaient à McGill. à McGill, Non, à la non, pas maîtrise. du tout. Et donc, j'ai abandonné. Sauf que là, quelques semaines plus tard, j'ai appris que je recevais les bourses. Donc, je pense que à l'époque, ça s'appelait le Fonds québécois de recherche sur la société et la culture, là. Les FRQ, je pense que ça s'appelle toujours sensiblement la même chose. Alors, je reçois les bourses pour, je pense que c'était 3 ans, 3 ou 4 ans. Bon, là, évidemment, vous recevez les bourses, ça veut dire que vous recevez comme un peu une sorte d'approbation de l'institution et tout ça. Et là, je me suis comme senti obligé d'accepter. On crache pas là-dessus. Bon. Puis il y avait quand même quelque chose en moi qui avait envie que ça arrive. Alors, j'ai accepté. Mais là, il faut le savoir, c'était une période très, très instable pour moi. J'ai accepté, mais au bout de 2, 3 mois, j'ai encore décidé d'abandonner. C'est-à-dire, j'ai décidé, je n'étais pas convaincu. Je me disais, pourquoi j'ai accepté? Et finalement, ce qui m'a aidé, euh, il y a deux choses qui m'ont aidé. D'abord, je suis revenu à McGill. Alors, je suis revenu à mon directeur. Je suis revenu à mon projet de maîtrise, qui est un projet sur un auteur, et je l'ai comme élargi à un corpus J'ai repris le même projet en le bonifiant. Donc, au lieu de dire, je lance un tout nouveau chantier, bon, alors, puis on peut faire ça, hein, mais dans mon cas, au lieu de dire, je lance un tout nouveau chantier, euh, où il faut que je refasse toutes mes bases, j'ai dit non, je vais prendre ce que j'ai fait à la maîtrise et je vais l'étendre, le bonifier, l'élargir. Et là, on dirait que, puis, je dois dire aussi,
j'ai comme fait baisser les attentes à mon propre égard. On dirait que je voulais à tout prix frapper le coup de circuit, là. Je voulais à tout prix faire la thèse du siècle. Je pense pas être le Donc, tu seul. te mettais beaucoup de Je me pression. mettais beaucoup de pression euh, pour finalement. Puis là, je me disais, il faut que je fasse la thèse du siècle, il faut que j'ai un poste, il faut que je publie, Mhm. parce que, tu sais, Wow, tout ça publish en of début de doc, perish, c'est... faire des communications ici. Et là, j'avais tout ça en même temps, plus, bon, le fait que, tu sais, on a une vie à côté, etc. Donc, et là, j'ai comme dit, OK, je vais faire baisser les attentes. Je vais faire un doctorat, puis je vais voir, je vais aller une année à la fois. Je vais commencer par écrire un chapitre ou enfin quelques pages, puis je verrai. Puis si au bout de, je sais pas moi, 2 ans, finalement, j'en arrive à la conclusion que ça marche pas, ben, j'arrêterai, mais au moins, j'aurai essayé. Et on dirait que il a vraiment fallu que je renonce à toutes sortes d'attentes euh, pour finalement le faire. Presque, j'aurais presque envie de dire, c'est le jour où j'ai renoncé à faire un doctorat que je me suis senti capable d'en faire un. Je sais pas comment dire, mais c'est un peu ça. Ouais. Ouais, c'est comme si, de la façon que, quand tu me le racontes, de la façon que ce que j'entends, c'est, oui, à la fin, tu es dans les deux processus, celui que tu as débuté à l'Université de Montréal et après celui que tu as fini par faire, c'est comme si c'était deux aventures complètement différentes. Une où tu te disais, il faut que j'écrive tu sais, le Seigneur des Anneaux de Tolkien, et l'autre où je te dis, non, je vais écrire mon affaire, on va voir c'est quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Et je vais le faire dans un environnement, tu sais, avec quelqu'un que je respecte et avec qui ça marche en termes de recherche, qui était ton... Donc, tu as, non seulement changé ton espèce d'environnement, ton cocon de doctorant pour pouvoir te sentir à ta place, mais aussi, comment dire, t'es inspiré, supporté, etc. Mais aussi, tu as comme effacé du tableau cette espèce d'idée, peut-être que, que tu te faisais depuis longtemps qu'un doctorat, c'est tout ça. Ouais. Et là, tu as effacé ça et là, tu as recommencé sans trop d'attente au début. C'est sûr que, tu sais, au tout début, ça doit être. Tu devais arriver à la maison puis avoir une espèce Ouais. d'angoisse. Ouais, ouais. Non, mais en fait aussi, c'est que c'est drôle parce que je ne repense pas si souvent à cette époque-là, mais je me souviens aussi que au début de mon doctorat, je faisais toutes sortes de calculs euh, à- par rapport au sujet de la thèse lui-même. C'est-à-dire, je me disais, quelle sorte de thèse va m'ouvrir les portes de l'université? Et, euh, et là, j'étais dans un projet que je n'aimais pas et que je faisais, au fond, en me disant ou en pensant que ça pourrait peut-être me servir. Je ne parlerai même pas du projet, il n'est pas intéressant. Et j'avais pas de plaisir. Et, euh, et ça, c'est une chose qui, pour moi, qui est essentielle dans la vie, c'est d'avoir du plaisir. L'ennui n'est pas une nécessité. Et ça, c'est vrai dans mon enseignement. Il ne faut pas que je m'ennuie. C'est vrai dans l'écriture. Euh, L'ennui n'est pas une nécessité. C'est une phrase de Marcel Aimé que j'aimais bien parce que c'est un auteur que j'aime beaucoup, d'ailleurs auquel j'ai consacré ma maîtrise et une partie de mon doctorat. Mais euh, quand et j'expliquais ça à des profs à l'Université de Montréal, je me rappelle encore, en leur disant, j'ai envie de travailler sur des choses que j'aime. Et c'était très étrange leur réponse. Ils disaient, en fait, tu n'es peut-être pas tant un chercheur qu'un lecteur. Quelqu'un d'autre m'avait dit, je pense pas que tu es un rat de bibliothèque. C'était l'image qu'on se faisait d'un. Alors, si tu n'es pas un rat de bibliothèque, ben, tu penses pas que tu devrais faire une thèse. Tu serais mieux dans les médias. Comme si l'un et l'autre étaient Mutuellement exclusif. irréconciliables. Voilà. Oh my God. OK. C'est quelque chose. Euh, Même à l'université, on se fait parfois une idée, les profs, parce que peut-être il y a un certain modèle qui est encouragé et récompensé, se font des idées parfois étranges là-dessus. Alors, bref, tout ça pour dire que finalement, j'ai fait ce doctorat. Je l'ai soutenu en 2008. Et on dirait que vers la fin, comment dire, c'était une fin un peu triomphale. Tout s'est bien passé. J'ai fait un postdoc ensuite parce que j'ai fait des demandes alors, j'ai obtenu l'argent voyons, du CRSH pour 2 ans à l'Université de Chicago.
Et là, c'était vraiment, le projet, c'était d'être prof d'université. Et ça n'a pas marché. J'ai fait des entrevues où j'ai terminé deuxième. Je pense que j'ai toujours fini deuxième dans la vie. Je suis pas un. On dirait qu'il y a toujours autour de moi des gens qui m'écoutent et qui disent: Ah, il est intéressant, mais on n'est pas sûr que c'est lui. Bon, parfois, il y a un candidat local. Hein. Ça, souvent, c'est ça qui arrive. Souvent, c'est ce qui arrive. Et en fait, dans 2 des 3 concours où j'ai fini deuxième, c'était le candidat ou la candidate locale. Mais ceci dit, une chose m'effrayait quand j'ai dit tout à l'heure, l'ennui n'est pas une nécessité. Je pense que dans ce monde-là, ce qui m'ennuyait et me faisait par-dessus tout le craindre, c'était tout le système des demandes de subvention. Toute la machine qui fait désormais des professeurs d'université, des administrateurs, ce que j'appelle parfois un peu méchamment des fonctionnaires de la pensée. Mais je veux dire, non, mais je veux dire, c'est que je me souviens d'une amie, par exemple, qui était dans un groupe de recherche, formidable groupe de recherche, qui venait d'obtenir des centaines de milliers de dollars pour un projet. Et le premier point à l'ordre du jour de la première réunion suivant la bonne nouvelle de la subvention obtenue, c'était: qu'allons-nous faire dans 4 ans pour la prochaine? Voyez? Alors, on n'était même plus, on n'était pas au cœur des choses, on n'était pas dans la discussion sur les contenus, sur les idées, on était. Et C'est la moi, logistique de l'admin pure et et je ne sais dure. pas pour toi comment Comment? ça se passait, David, mais moi, annoncer à des gens ce que je vais faire, tu sais, en long et en large une demande de subvention, ça m'enlève l'envie de le faire. C'est-à-dire, parce qu'il n'y a plus rien. Pour moi, certaines des demandes de subvention qu'on fait, en fait, annoncent presque à l'avance les résultats, ou en tout cas dessinent à l'avance un programme. Et là, moi, savoir à l'avance ce que je vais faire pour les 4 prochaines années, ça m'ennuie, mais intellectuellement, ça me tue. Donc, euh, j'ai l'impression que j'ai échappé à quelque chose. C'est ce que j'allais dire. Tu le dis, puis c'est ce que Que j'allais dire. aucun des livres que tu as cités tout à l'heure, aucun de ces livres-là, j'aurais pu les écrire si j'étais à l'université. Surtout pas le dernier, sur l'espoir qui s'en vient. Euh, j'ai gagné au cégep, et je dis souvent à mes collègues de cégep, nous sommes les derniers intellectuels qui jouissent d'une vraie liberté. Parce que nous n'avons pas à rendre de compte à des comités de ceci ou de cela, à des pairs qui nous évaluent et nous jugent, des pairs qui nous reprochent d'avoir empiété sur leur terrain, de jouer dans leur spécialité. Nous n'avons pas non plus à maintenir cette espèce de réputation d'objectivité, de neutralité qui est exigée de bien des experts. Le prof de cégep, c'est le dernier intellectuel dans la cité. Et ça, il faut chérir cette liberté-là, il faut en être conscient et en user de manière responsable. La responsabilité est à l'égal de la liberté, mais il faut la chérir, il faut la reconnaître. C'est un lieu extraordinaire. Et donc, tout bien pesé, j'ai forcément certaines petites amertumes, on en a forcément dans la vie, mais j'ai pas de regrets. Et je suis heureux d'être où je suis. Je pense que je suis à l'endroit où je dois me trouver. Ben oui, tu as vécu des choses qui, dans le fond, t'ont montré l'envers de la médaille, puis qui finalement t'ont dit, bon, finalement, est-ce que je veux faire partie de cette tribu-là? Pas sûr. Puis finalement, tu as trouvé une place où tu te sens plus libre et dans le fond, moi, je serais intéressé à entendre, parce que ces élèves avec qui tu travailles aujourd'hui, qui ont décidé quand même, qui ont décidé d'aller au cégep et qui vont, en tout cas, j'imagine ils veulent des carrières qui demandent de l'universitaire par après. Et c'est vrai que, bon, quand tu es au bac, c'est différent, mais surtout que tu es à la maîtrise et au doctorat, ce que tu viens de mentionner, tu sais, cette dépendance des subventions, etc. Et d'ailleurs, de ce que je comprends avec les personnes avec qui j'ai parlé et que j'ai connues, moi, mon boss, quand j'étais au docteur, parce que je ne voyais pas ce côté-là des choses qu'il faisait, mais par après, la rédaction de demandes de subvention, c'est comme un art, c'est comme un art hermétique.
très particulier et je comprends exactement ce que tu veux dire. Et c'est ça. Je suis pas un devin. Comment je vais te dire mes prochaines 4 années? Mais là, il faut que tu apprennes à faire cet exercice-là qui est un peu. Tu sais, toi, tu as dit ennuyeux, mais ça peut aussi, tu peux le ressentir d'une façon un peu ridicule. C'est un peu. Faire semblant. C'est un peu un théâtre de marionnettes, là, dans le fond. Et qui, en tout cas, je dirais avantage ceux qui, comme tu mentionnais, ont déjà un statut, puis ce prof-là, on sait qu'il publie dans nanana, et donc, anyway, mais on va pas là-dedans. Moi, ce que j'allais dire, c'est que les élèves qui vont surtout au doctorat, ils souffrent aussi de ça parce que du fait que ben, les profs dépendent des financements. Les financements n'augmentent pas ou même diminuent, en tout cas. Donc, ça veut dire que les élèves, dans mon domaine, tu vas pas faire un doctorat en biologie cellulaire si tu n'as pas une bourse. Ça arrive pas. Mais dans ton domaine, en sciences humaines et sociales, il y a des gens qui vont en faire sans bourse. Et donc, C'est rare, mais enfin, à ma connaissance, c'est moi, plus rare, mais ça arrive, oui. ça arrive, et sur des fois des gens plus âgés qui ont déjà fait d'autres choses et qui décident de le faire. Mais en France, je sais qu'en SHS, comme ils disent là-bas, je ne sais pas si on utilise le même terme, sciences humaines et sociales, c'est SHS, ça fait. Mais il y en a beaucoup qui font même, jeunes qui vont faire un doctorat et qui vont travailler à côté, mais parce qu'ils n'ont pas de subvention. Donc, ça pour dire que je comprends tellement. Là, la lettre arrive, tu as ta bourse. Fait que là, tu dis, je vais le Je suis faire. comme condamné. Ben, d'une certaine façon, mais il y a le côté saut d'approbation. Ben, c'est ça. Ouais. Donc, ça veut dire que je suis un candidat valide. Mais l'affaire, c'est que le cheminement que tu as fait par après, tu ne l'avais pas encore fait. Puis c'est pour ça que tu as redécidé Non, de puis mettre il faut dire une chose aussi, c'est que, en fait, le système est un peu mal fait parce que on, on dit l'institution donne un saut d'approbation en nous donnant des bourses. Mais parfois, l'image qui me vient, c'est que les doctorants sont sur une sorte de tapis roulant, là, et à la fin, ils tombent tous dans la même boîte, et il n'y a personne qui vide la boîte, et la boîte se remplit et déborde. C'est-à-dire qu'au bout du doctorat, il y a quoi? Dans bien des domaines, il n'y a pas grand-chose. Et en fait, et donc, on alimente un peu artificiellement une machine universitaire sans vraiment réfléchir toujours aux débouchés ou alors en promettant ou des choses qui ne sont pas là. Mais, tu sais, moi, au fond, par exemple, pour revenir à la distinction cégep-université, je pense aussi que je me suis rendu compte qu'au fond, fondamentalement, je suis un prof et que j'aime enseigner, que j'aime chercher, mais que j'aime enseigner et qu'en fait, dans l'enseignement est une partie de ce qui me motive à aller plus loin. C'est-à-dire que après une journée d'enseignement, c'est pas rare que je retourne dans mes livres et que là, je creuse parce que j'ai reçu certaines questions, parce que je me suis rendu compte que tel point n'était pas clair. L'enseignement est nourri et je pense que à l'université, il y a peut-être une certaine dévalorisation du travail de l'enseignement lui-même, de la pédagogie. Il y a plein de bons profs, hein? Attention, il y a plein de bons profs à l'université. Je ne voudrais pas aujourd'hui qu'on pense que je méprise ce monde du tout. Plein de bons profs. Mais le travail de l'enseignement lui-même est pas si valorisé. Et moi, je disais toujours je dis toujours à mes amis profs d'université, mais que faisaient les profs à l'époque où il n'y avait pas de demande de subvention? Parce que ça n'a pas toujours existé. Je veux dire, par exemple, en littérature, là, je me souviens, j'en avais parlé à mon ancien directeur qui, hélas, aujourd'hui est décédé, et j'avais dit, te souviens-tu du moment où on a commencé à demander des subventions? Et lui me disait, oui, Mathieu, je me souviens, il pense fin des années 80, OK? On parle de la littérature. C'est récent. Fin des années 80, parce qu'il y avait, je crois que c'était à l'Université de Montréal, là, je dis ça sous toute réserve, c'était un vaste projet de dictionnaire. C'était peut-être avec l'Université Laval. Je pense que oui. En tout cas, vaste projet de dictionnaire des auteurs québécois. Et là, on se dit, OK, là, oui, c'est pertinent. Ça prend vraiment un personnel pour écrire un dictionnaire. On ne pourra pas, toi et moi, se dire ensemble,
faisons un dictionnaire. Ça prend des gens, puis là, chaque article doit être fouillé et tout. Mais c'était à l'époque des choses qui étaient extraordinaires, dans des occasions très spéciales. Il fallait, mettons, des fonds. Mais là, c'est devenu la norme. Et si vous ne les obtenez pas, vous êtes d'abord mal vu par vos collègues et par l'institution. Et vous êtes comme en faute, en quelque sorte. Vous devez vivre avec ça. Mais je pense qu'en fait, un des problèmes que ça provoque, c'est que euh, les professeurs d'université ont eux-mêmes de moins en moins le temps de lire, de se cultiver et d'aller ailleurs que là où le travail les oblige à aller. C'est-à-dire que, par exemple, si vous êtes un professeur de littérature québécoise et que votre spécialisation, c'est le roman des années 20 et 30, mais je suis désolé, mais si vous, toute votre vie, vous êtes pris à lire des romans des années 20 et 30, et mettons années 10 et années 50 ou 40, 50, là, mais si vous êtes pris là, que vous ne pouvez pas de temps en temps dire, je vais aller lire euh, sur l'humanisme italien de la Renaissance, je vais aller lire sur les penseurs stoïciens, je vais aller lire sur la physique quantique. Je suis désolé, mais comprenez? Tu comprends? Je vais aller lire ailleurs. Mon cerveau doit aérer, doit s'aérer, doit être mis en rapport avec des choses qui lui sont étrangères. Ben, à un moment donné, intellectuellement, il ne se passe plus rien. Oui, oui, on est sur cette espèce de tapis roulant qui Ouais. va toujours dans le même sens. Ouais, c'est... Dans son petit corridor, son sillon que l'on creuse. Et je ne suis pas certain qu'intellectuellement, c'est sain. Et après, bon, si je pense en tout cas, à l'idée que j'ai, je ne sais pas si je vais dire exactement la bonne chose, mais la seule chose dans le système qui joue un peu ce rôle, ça va être prendre une année sabbatique. Ouais. Et là tu vois, les Oui, gens, souvent, c'est vrai. ils s'exportent à quelque part. Et là, ils vont Et c'est vrai que ça doit leur repolliniser faire du bien parce c'est que ça. il faut ça à un moment donné. Ouais. Après, tu as donné une image, et d'ailleurs, cette image que tu as donnée d'un, d'un- d'un tapis roulant qui tombe dans une boîte et que les doctorants tombent dedans, c'est pour ça que j'ai lancé le balado Ah il y a oui, hein? presque 6 ans. Euh, à cause de ces. Moi, l'image qui me revient tout le temps, c'est le coyote dans les dessins animés là, il court et à un moment donné, il dépasse le bord du canyon et là, et il Celui tombe. qui court après le bip bip, Exactement, il le arrive jamais, Roadrunner. Oui, oui, oui. il arrive jamais à l'avoir. Mais la bonne nouvelle, c'est que euh, dernièrement, j'ai comme plusieurs invitations à différentes universités, que ce soit à Québec, des universités Laval, des centres de recherche, mais ici à l'UQAM, à l'UDM. Et il y a un changement qui est en train de se faire. Et les universités, les différents instituts de recherche, il y a des équipes maintenant qui sont préoccupées de se devenir des doctorants, doctorantes. Mhm. Et il y a des programmes ou des équipes qui sont maintenant dédiées aux élèves des cycles supérieurs pour les aider avec ça. Ça commence. Euh, C'est c'est une intéressant. très bonne C'est nouvelle. important. Oui, c'est une bonne Mais nouvelle. si on recule 5, 10 ans, c'est exactement ce que tu disais. Puis c'est pour ça que j'ai lancé le balado, Ah, parce que mais je trouve que c'est bravo. injuste. C'est triste de voir même des gens qui sortent et qui, tout à coup, comprennent ou assument que parce qu'ils ont fait 2, 3 entrevues et le doctorat n'était pas compris, donc ils ont senti que c'était un obstacle et ils arrêtent ils commencent à omettre qu'ils ont un doctorat pour Mhm. s'employer. Après, c'est triste. Oui, parce que ça peut devenir presque menaçant pour certains employeurs. Exactement. Dans certains cas, même, ça exige d'être payé à des échelons supérieurs que certaines N'en sont pas institutions ne veulent prêts. peut-être pas payer. Voilà. C'est vrai, c'est Mais vrai. ça change. Il y a, mais comme je dis, il y a les programmes du FRQ, comme ce programme des scientifiques en résidence, qui, tu sais, qui transplantent des jeunes docteurs dans le tissu socio-économique à des places quand même, tu sais, pas très particulières, comme la diplomatie. Et dans quelques semaines, je vais parler à l'étudiante qui est maintenant à Séoul, à la délégation du Québec Chouette. à Séoul. Et dernièrement, j'en ai parlé avec un qui, là maintenant, il travaille, mais il avait été à Londres, une à Los Angeles. Et là, il tend à y en avoir de plus en plus, mais aussi au niveau local, comme je disais. Donc, ce type de programme qui donne une visibilité, tu sais, à la place des PhD Mhm. partout dans le tissu socio-économique est très important. Le fait que les universités ont
ont compris et qui a maintenant un mandat d'aider les jeunes scientifiques à s'employer après, surtout s'ils ne restent pas dans l'académique. Moi, tu sais, ça me rassure un peu par rapport à l'avenir. Il y a encore du chemin à faire, c'est sûr. Mais je pense que l'image que tu as donnée, qui était très, très vraie il y a 5-10 ans, commence à être tu sais, on commence à essayer de l'effacer puis de faire qu'il soit. J'ai interviewé Boukhar Diouf sur son trajet. D'ailleurs, lui, il a pensé quitter sa thèse. Moi, je ne le savais pas. Puis je l'ai Ah appris. oui. Oui. Puis lui, c'est un prof qui lui a dit, c'est drôle, parce qu'il dit, t'es venu d'Afrique, tu peux pas arrêter. Il le raconterait à sa façon. Condamné à écrire sa thèse. Mais son image à lui, c'est le doctorat, c'est pas un point d'arrivée, c'est une trampoline pour aller plus haut. Puis je pense qu'on va s'en aller vers là. Ouais. Mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. Et une des raisons qui rend toute cette question difficile, c'est cette question du financement et du fait que ben, quand c'est serré en haut, mais là, il n'y a pas il y a pas de nouvelles chaires qui ouvrent, il n'y a pas de nouveaux profs. Comment on dit tenure track professor en français? En français, ouais, le tenure track, en fait, c'est des postes menant à la permanence. OK, En gros, ce serait c'est ça. ça. Ouais. Les postes menant à la permanence, il n'y en a pas qui ouvrent. Et ce que j'ai compris, c'est qu'aussi les profs, ils prennent la retraite de plus en plus tard. Ouais. Et donc, tu peux pas, c'est injuste de dire venez faire des doctorats et après ne pas leur dire en passant, il y a juste 1 sur 5 de vous qui pourra avoir une permanence comme prof. Après, c'est sûr qu'il y a d'autres, tu sais, tu peux avoir d'autres, surtout si tu veux juste enseigner, il y a d'autres trajets que tu peux suivre mais qui mènent pas à la permanence. Et tu peux, comme tu dis, c'est pas valoriser Mais juste ça reste. l'enseignement. Non. Puis, tu sais, c'est drôle parce que j'avais cette discussion-là cette semaine avec un ami qui a lui aussi fait doctorat, postdoctorat, etc. Puis évidemment, on rigolait un peu parce que ça nous a pas mené là où au départ on pensait aller. Mais en même temps, c'est vrai que du point de vue de la formation, c'est toute une réalisation. Il faut quand même le dire. C'est vraiment comme triompher d'un géant, là. Il y a une bataille, c'est David contre Goliath au début. On se sent David, on a notre tire-poids, puis on ne sait pas comment on va faire pour battre ce géant. Puis à un moment donné, on le bat. On réussit à le battre, à l'abattre. Puis ça nous donne une assurance après, intellectuellement, pour faire toutes sortes de choses. Je veux dire, j'aurais pas écrit des livres, je pense, si je n'avais pas fait d'abord ce doctorat qui m'a comme prouvé une première fois que je pouvais aller au bout d'un projet, que je pouvais aller au bout d'une idée, d'une pensée. Et je suis très, très reconnaissant parce que je ne suis pas à plaindre. J'ai des tribunes, j'ai une certaine reconnaissance de mes pairs, de mon milieu. Et donc, j'ai l'impression, malgré tout, de pouvoir contribuer à ma société. Et pour moi, c'est très important que les doctorants euh, euh, se trouvent des manières de mettre, un peu comme ce balado, mais de mettre à profit leur expérience, leur connaissance. Et c'est sûr qu'au Québec, il n'y a pas seulement la question de l'emploi. Parfois, il y a aussi peut-être encore une certaine réticence, un certain préjugé ou une peur d'imposer quelque chose comme étant, comment dire, qu'est-ce qu'un doctorant, c'est un membre de l'élite, hein, c'est quelqu'un qui en sait plus que tout le monde. Non. En fait, un doctorant, c'est quelqu'un qui a eu l'humilité de s'asseoir dans le noir ou presque dans son bureau pendant 5 ans et de bûcher comme un fou. Euh, Moi, à un moment donné, j'avais un psy qui me disait, parce qu'il s'intéressait beaucoup aux doctorants, il y avait quelques patients, il me disait, tu sais, il faut être un peu fou, il faut être un peu maniaque. Lui, il faut être un peu toc, obsessionnel compulsif, pour pendant 4 ou 5 ans de sa vie dire, moi là, ce qui m'intéresse là, c'est ce petit bout, cette tête d'épingle-là, dans l'ensemble de l'univers. Tu sais, c'est là-dessus que je vais me... Il faut être un peu fou, mais c'est ça. Alors, ça donne une assurance, ça donne une capacité, ça nous fait entrer dans le monde des idées, dans le monde... Alors, moi, j'ai aucun regret. Je suis très heureux de l'avoir fait. Non, puis tu sais, tu mentionnes la résilience, puis c'est comment, pour moi,
c'est quoi les compétences transversales d'un doctorat? Ben, la résilience en est une. Quand est-ce que qui tu connais qui a fait un projet de 5, 6, 7 ans, comme tu dis? Moi, c'était dans le noir, mais c'était au microscope, tu sais, puis à compter des cellules. Et c'est pas, c'est juste le défi pour les jeunes qui viennent d'avoir leur diplôme, c'est après, c'est d'être capable d'expliquer à quelqu'un ses compétences transversales en oubliant le jargon scientifique, en oubliant les détails de qu'est-ce qu'ils ont fait. Mais tu l'as bien dit et ça a de la valeur. Et ça a de la valeur pour toute organisation, que ce soit gouvernementale, privée. Tu sais, quelqu'un qui est capable de... On lui met un projet, on dit ça va être long. Long comment? 3 ans, c'est correct. Tu sais, j'ai fait plus. C'est quelque chose là. Puis c'est juste un exemple. Mais après, la rigueur aussi. Ouais. Puis toi, je suis sûr que comme prof, ben, tu exiges aussi tu sais, la rigueur que toi, tu as développée, mais tu en exiges aussi à tes élèves. Mais non seulement tu les exiges, mais c'est une valeur que tu leur transmets. Oui, puis tantôt, je parlais de mon vieux prof d'histoire qui m'avait dit un jour, tu feras un doctorat. Ben, moi, ça m'arrive parfois avec certains de mes étudiants de dire toi, tu as le potentiel d'aller très loin. Puis je sais que c'est important aussi. Hein, hein. Mais donc, moi non, c'est là que je voulais. Parce que moi, une des choses que j'ai toujours très envie de. Tu sais, un géant que j'ai très envie, un Goliath, j'ai très envie de terrasser tout le temps, c'est l'idée que se font plusieurs doctorants qui viennent de sortir, qui viennent d'avoir leur diplôme, et qui comprennent que l'académique, c'est pas où ils vont rester. Et souvent, ils se disent cette chose qui est m'horripile, qui est, mais là, en dehors de l'académique, je vaux plus rien. OK? Et on a déjà mentionné quelques raisons pourquoi c'est faux, mais, tu sais, comme PhD, tu m'as dit, tu en connais d'autres qui sont dans la société. Toi, dans ton cas, tu éduques, tu instruis des gens pour qu'après, eux, ils bâtissent leur carrière ou ils continuent à étudier. Dans ton expérience, comment est-ce qu'on dit aux personnes qui nous écoutent, tu sais, dans ton cas, c'est être prof au cégep. Puis pour ceux qui sont en France, cégep, c'est un niveau scolaire après le secondaire et avant l'université. Ouais, c'est un peu comme la fin du lycée. Ouais, comme première terminale, si vous êtes Puis, en France. puis comme une première année d'université. Tu sais, alors, les étudiants cégep, ils ont entre 17 et 19 ans Ouais. environ. Ouais. OK, bon, voilà. Mais donc, moi, j'essaie toujours de leur dire non. Là, tu peux avoir cette idée maintenant parce que tu es juste dans l'ignorance de qu'est-ce qui existe dehors. Et tu es aussi dans l'ignorance où tu n'es pas capable de nommer tes compétences transversales encore. Toi, ce que tu penses, c'est, j'ai fait cette thèse, elle vaut ce qu'on m'a dit, il y a eu des articles, il y en a combien, etc. C'est ça qui détermine ma valeur comme scientifique. Et parce que c'est comme ça qu'on est coaché, tu sais, puis c'est ça le message qui passe. Puis non, puis ta valeur, mais déjà, tu as ce que tu as amené d'avant, que ce soit de ta maîtrise, que ce soit de ton bac ou même d'avant, si tu es quelqu'un qui a toujours été intéressé par la paléontologie, puis là, t'es allé, tu fais un doctorat en paléontologie, ben, ton intérêt quand tu avais 14 ans, mais ça compte aussi pour qui tu es aujourd'hui. Mais c'est ça, as-tu d'autres exemples de personnes, ou bien as-tu d'autres compétences transversales ou d'autres façons de leur dire un petit peu, regarde, respire un petit peu, tu sais, célèbre d'avoir terminé déjà, ça, faut toujours célébrer, puis pense pas que t'en aller, c'est un échec, parce que ça, c'est la bête noire de la communauté, là. T'as raison. Puis, en fait, autour de moi, là, quand tous les gens que j'estime, euh, non, pas vrai, pas tous les gens que j'estime, mais beaucoup des gens que j'estime qui ont fait des doctorats, euh, ils ont pas de poste. C'est-à-dire, presque tous ceux qui sont de ma génération, ils en ont pas eu. Il y en a une exception ici et là, mais c'est très rare. Et en fait, je les estime beaucoup. Ça change rien. Mais c'est drôle parce que en t'écoutant, David, je me disais, un des problèmes, c'est que à l'université, il n'y a qu'un modèle de réussite. Et c'est le modèle de celui qui ou celle qui ajoute année après année des lignes à son CV, à son CV commun canadien. Là, c'est-à-dire, et qui ajoute des lignes, c'est quoi ajouter des lignes? Ça veut dire faire des communications dans les colloques,
faire des publications, euh, obtenir des bourses, etc. Et le publish or perish, les jeunes doctorants, très tôt, comprennent ça, comprennent que s'ils veulent percer dans le milieu, il va falloir qu'ils soient dans tous les colloques, qu'ils soient partout, qu'ils fassent en même temps une thèse, mais qu'ils fassent aussi leur promotion et qu'ils soient espèce d'homme ou femme orchestre qui fait tout en même temps, qui donne des cours, etc. Et en fait, le problème, c'est qu'à la fin, euh, tout cela n'est fait que dans la perspective d'avoir un poste de prof. Parce que toutes ces lignes dans votre CV, là, si vous n'avez pas de poste d'université, là, ça vaut presque plus rien. C'est-à-dire, quand bien même, mettons, vous allez vous montrer ça à n'importe qui d'autre qu'à un comité, qu'à un jury pour un poste universitaire, que votre CV ait 50 lignes ou en ait 30 ou en ait 20, ça n'a aucune importance. Et c'est pour ça que je pense qu'à l'université, on devrait développer un rapport beaucoup plus. D'abord, il faudrait se calmer un peu, là, parce qu'à un moment donné, là, c'est pas vrai qu'il y a que des bons colloques. Il y a beaucoup de choses inintéressantes qui se font parce qu'il y en a trop. OK? Euh, Puis deuxièmement, euh, on n'investit pas assez dans les habiletés de communication, dans la relation avec le ou les milieux qui sont connexes. C'est-à-dire, OK, mais je veux dire, par exemple, tu étudies en littérature, là, tu fais un doctorat en littérature, trouve une manière de rester en relation avec ce monde, avec la littérature qui se fait. Tu étudies en microbiologie, trouve une manière, donnez-nous des occasions d'aller en entreprise, d'aller parler avec des gens qui sont sur le terrain, d'aller parler avec, d'aller rencontrer des gens au ministère de ceci ou cela, donnez-nous des occasions de voir, faites venir des gens pour vous parler de ce que c'est que la recherche, qu'est-ce que c'est que les limites hors de l'université. Donc, autrement dit, l'université, le mot université, là, ça vient d'universitas. Et derrière ça, il y a le projet que le savoir était, le projet de rassembler dans un même lieu tous les savoirs, toutes les bribes de connaissances venues de toutes les langues, de tous les horizons, d'être un lieu ouvert, d'être un lieu non pas de pouvoir, mais d'espoir. Et malheureusement, c'est pas ce qui se passe souvent. En fait, la réalité est plutôt même inverse, c'est-à-dire le monde universitaire se suffit plus ou moins à lui-même. Il y a dans les départements d'université une affligeante conformité à un certain... Alors, je ne sais pas comment ça se passe du côté de la science pure et dure, parce que c'est un monde, pour moi, je serais curieux que tu m'en parles, mais par exemple, dans le domaine des sciences humaines, dans la littérature, euh, je veux dire, il y a une uniformité de pensée qui est parfois assez saisissante. Tout le monde vient ou presque de la même école. Puis en fait, les querelles portent sur des points de détail, ce que Freud appellerait le narcissisme des petites différences. C'est-à-dire, plus on est semblable, plus il faut se battre pour occuper le terrain. Mais c'est... euh, il manque de cette relation-là et il manque de cette valorisation de dire, ben, euh, la vie, ce n'est pas que des lignes dans ton CV. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, à un moment donné, là, moi, c'est ce qui m'est arrivé. À la fin de mon doctorat, puis au moment où j'ai fait un post-doctorat, puis j'y croyais de moins en moins, parce que je commençais à voir ce qui se passait vraiment, là, j'étais tellement enfoncé dans les ornières de ce monde-là, où il n'y avait qu'un CV à remplir pour obtenir éventuellement des bourses et tout, que je n'étais plus, j'étais absent du monde. J'étais plus dans le monde. J'étais dans une espèce de cul-de-sac. Ouais, ouais. Ben, moi, c'est drôle parce qu'il y a un certain temps, j'ai rencontré un groupe d'étudiants. Puis l'image que je leur ai donnée, parce que moi, je vois exactement ce que tu veux dire, puis c'est une réalité. Et moi, ce que je leur ai dit, c'est, en ce moment, vous êtes sur une île où le temps passe de manière différente que sur disons, le continent, qui est tu sais, en dehors de l'université. Le temps passe de manière différente. Euh, la, la,
la valeur qui est attribuée à votre temps et à votre travail est différente ici qu'elle est à l'extérieur. Et donc, vous êtes dans cette île, cette espèce de bulle qui, si vous êtes distrait et vous vous laissez juste attraper par ça, mais à la fin, quand vous sortirez avec votre diplôme, vous êtes éjecté de l'île parce qu'il y en a juste 1 sur 5 qui peut rester sur l'île. Oui, oui. Vous êtes éjecté. Oui, Et là, comme une télé-réalité. comme une vous êtes éjecté, vous atterrissez sur le continent, vous n'avez pas le langage, vous ne savez pas vous donner la valeur à votre temps dû, donc vous allez avoir de la difficulté à négocier vos premiers salaires, etc. Et très probablement, vous allez même juste avoir des problèmes à dire oui, oui, j'ai un doctorat, mais oui, j'ai une place dans cette partie du tissu socio-économique. Donc, je vois exactement ce que tu veux dire. Et moi, ma thèse auprès de ces jeunes-là, c'était là, les ponts entre l'île et le continent, il faut que vous les bâtissiez parce que personne ne les bâtit pour vous. Il y a de la même façon que sûrement que vous avez des préjugés par rapport à l'industrie, c'est le terme le plus utilisé, mais l'industrie aussi a des préjugés par rapport à vous. Tu sais, le PhD, il va vouloir être payé cher. Le PhD, il va vouloir être le plus intelligent de la salle. Il va vouloir dire à tout le monde un peu quoi faire et comment penser. Et donc, les différents ponts qu'il fallait construire, bâtir, c'était juste connaître des humains de l'autre côté et leur parler. Que l'île ne soit plus une île. Que l'île ne soit plus une île. Et ce que tu dis est intéressant. Et il va y avoir ponctuellement des profs qui le font ou des universités qui le font. Faire un doctorat où là, tu vas passer dans ta 2e année ou 3e, tu vas passer 9 mois dans l'industrie où tu vas, je sais pas, ou bien ça va être très interdisciplinaire. Ouais. Ponctuellement, ça arrive. Mais c'est vrai que si on prend dans l'ensemble, ça reste cette espèce de bulle et les jeunes sortent désavantagés à la fin. Ils sortent désavantagés parce qu'ils ont plus de référentiel. Je t'écoute et il y a quelque chose qui m'a comme allumé tout de suite. Tu as dit, il me semble que, mettons, dans un doctorat, là, il faudrait qu'au bout de, mettons, exemple, 2 ans, OK? Au bout de 2 ans, pause obligatoire. Pause obligatoire. Jachère. Jachère. Tu sais, la Terre, à un moment donné, là, il faut la laisser reposer. Et là, cette jachère-là, c'est que pendant, mettons, une session, soyons réalistes, là, il faut une session, tu as 3 options. Tu enseignes à l'université, tu prends des charges. Tu vas enseigner au cégep. Tu vas ailleurs. Tu vas mettre le pied ailleurs. Tu vas dans l'industrie. Tu vas travailler pour le gouvernement. Tu prends une pause et l'université, ça fait partie pas de ton pénalisé, doctorat, t'es pas ostracisé, t'es pas mal vu. Parce que moi, en fait, David, ce qui m'a sauvé, là, je t'écoute, puis ce qui m'a sauvé au sens, puis bon, on est tous différents. Il y a des gens qui sont plus introvertis. Moi, je suis plutôt, j'ai besoin de contact, j'ai besoin de mouvement. Et ce qui m'a sauvé pendant le doctorat, c'est que dès le début, j'ai raconté tout à l'heure que je n'étais pas convaincu de le faire, mais je me suis un peu méfié. Je me suis un peu méfié de ce monde-là et j'ai continué d'enseigner au cégep. J'ai été actif dans un comité de revue, dont je fais toujours partie d'ailleurs, la revue L'Inconvénient, qui est une revue intellectuelle très, très merveilleux endroit, un atelier. C'est-à-dire, autrement dit, j'ai essayé de garder une autre vie à côté. Ça a été évidemment au prix parfois d'un certain, je dirais pas épuisement, mais d'une certaine fatigue. Puis ma blonde, il y a eu des moments où c'était fatigant, là. Tu sais, surtout que en 2006, qui était 4 ans après le début de mon doctorat, j'ai devenu papa, donc j'ai une petite fille. Puis quand à la fin de mon postdoc, on en a une deuxième. Et là, à ce moment-là, évidemment, pour nous, il n'était plus question de dire, exemple, allons à Regina, en Saskatchewan, enseigner 3 ans et voir ce qui va arriver. Moi, je ne me voyais pas élever mes enfants loin du Québec, puis loin de la famille, puis tu sais, etc. Donc, tu sais, il y a beaucoup de... Mais ça m'a sauvé d'avoir le pied ailleurs. Et il y a des gens qui disaient « Comment tu fais? » En fait, moi, j'avais plutôt... Je leur répondais souvent, tu sais, comment tu fais, là, des gens qui passent leur vie à la bibliothèque, là. Moi, je leur disais, non, toi, comment tu fais? Parce que moi, être juste dans une chose complètement, ça va me rendre fou. Et ça va aussi m'angoisser parce que je ne peux pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Et j'ai l'impression que si on va être réaliste à l'université,
tu dis 1 sur 5, puis je pense que dans certains domaines, c'est même pas un Ça sur peut même cinq pas être qui même pas un réussit sur à percer dans l'université, c'est 1 sur 10, 1 sur 15. Surtout à une époque comme la nôtre où, ben, évidemment, il y a des secteurs ou des domaines qui sont en expansion, mais il y a beaucoup de départements où les postes ne sont pas renouvelés, ou 1 sur 2, tu sais, au moment de la retraite. Il faut, si on veut être sérieux à l'université, qu'on pense à la manière dont les doctorants peuvent devenir des contributeurs précieux pour la société. Et ça ne peut pas être juste comme prof d'université. Malheureusement, c'est pas réaliste. Et alors, à ce moment-là, il faut qu'il y ait quelque chose, il y ait une prise de conscience, parce que sinon, c'est vrai que on finit un doctorat et à côté du mot doctorat, il y a le mot échec. Exactement. On dit, ah ben, j'ai pas réussi à être prof Doctorat, mais d'université. Mais ça n'a pas abouti à. Ouais. à ce que tout le monde s'attendait. Et après, bon. Mais oui, c'est. En tout cas, je suis content que tu aies attrapé de ça parce que il y a des gens qui souffrent beaucoup avec ça. Ouais. Une autre façon de voir ça, c'est parce que les profs, ils ont ce financement qui peut être serré ou pas, dépendamment, mais ils ne savent pas s'ils ont le prochain. Après, bon, les élèves vont avoir ou pas leur bourse. Comme je te dis, dans mon domaine, mais il fallait avoir de l'argent. Mais en tout cas, je n'ai pas vu quelqu'un en biologie qui n'a pas une bourse juste à cause de la mécanique de la Ouais, chose, ouais, puis ouais. C'est de pas dépenses que ça. faisable C'est pas faisable. d'être dans un laboratoire puis de pas avoir C'est ça, une aide une quelconque. aide Là. Ouais. quelconque. Mais cette île dont on parlait, ou cette bulle, ou cette espèce de euh, boîte, de cone of silence. Je sais pas si tu connais la série, une série comique américaine des années 40-50 ou 50-60. Anyway, mais cette espèce de bulle isolée là, du reste. Mais là, Parfois, on dit tendant, la tour d'ivoire. ouais, la tour d'ivoire. C'est une image. Ouais. Mais dans la tour d'ivoire, elle tend juste par l'histoire, tu sais, de c'est quoi un doctorat, c'est quoi la recherche, et où est-ce on est aujourd'hui, elle tend à vouloir, je suis en train de la personnifier, là, mais de vouloir aspirer tout notre temps, toute notre attention, même aux dépens de tu sais, nos activités, les communautés desquelles on fait partie. Moi, les gens qui ont une meilleure expérience au doctorat, souvent, c'est des gens qui, comme toi, avaient quelque chose à côté. Ah oui, depuis mon bac, que je suis dans un club de cyclisme semi-professionnel, puis j'ai jamais arrêté. Mieux. Je fais de la Je fais du musique. théâtre. Ouais. Et après, là où où ça dérive et là où il y a des problèmes de santé mentale, c'est quand ou peut-être comme moi, on vient de l'étranger, on n'a pas on a tous ces ancrages-là, etc. On se fait aspirer et alors là, on rentre dans le tunnel et on sort juste à la fin. Et là, on est comme le coyote, par-dessus le canyon, on tombe vraiment. Et c'est très, très important parce que ça, tu peux pas, un banc, là, il doit avoir au moins trois pieds, là. Deux, ça Oui, tombe. c'est ça. Puis Ouais. d'avoir, de ne, en tout cas, d'avoir et de maintenir et de cultiver ce lien à la société, au tissu socio-économique non académique. C'est drôle, j'ai jamais pensé à ça comme ça, mais tu disais, puis je trouve que ça a beaucoup de sens. Et que ce soit jachère, comme tu dis, ou que ce soit, mais là, désolé, à partir d'aujourd'hui, les programmes doctoraux, mais il faut qu'il y ait une composante ou interdisciplinaire très marquée, mais idéalement même intermodal, comme, OK, ça c'est université, ça c'est Un volet industrie. pratique. Oui, Presque. un volet quasiment pratique, un partenariat, euh, parce que pourquoi presser les gens tu sais, peut-être donnons-leur plus de temps, mais là, oui, tu vas faire 2 ans, après tu vas enseigner ou tu vas, je sais pas, faire de la diplomatie scientifique, quelque chose de réel, d'accès dans le réel. Oui, dans le réel, bon, je sais que c'est peut-être c'est pas le bon terme à utiliser, mais tu vois ce Oui, que je oui, veux mais je vois dire. ce que tu veux dire parce que. Je Non, suis juste en train de mais. reformuler un peu de ce que tu as dit, mais ça m'a vraiment Mhm. marqué. C'est vraiment un très bon point. Et ça éviterait beaucoup de sentiments d'échec et beaucoup de Ouais. malheur après le doctorat qui, je trouve, est déjà est assez prévalent, puis il est très injuste à ma vue. Ouais, je pense que oui. Puis je pense que la difficulté
de pas savoir ce qu'il y a au bout serait peut-être atténué si on donnait la chance aux gens parce que d'être autre chose. Parce que aussi, j'insiste là-dessus, il faut quand même réaliser que quand on arrive souvent au doctorat, on a, je sais pas moi, ça dépend, mais en moyenne, je sais pas ce que disent les études, mais on a quoi? 24, peut-être 25 ans, 23, enfin. Tu sais, au fond, on n'a pas connu grand-chose encore de la vie. Non, non, Tu sais, on n'a pas connu, on est à l'école, on est bon à l'école. c'est Tu sais, ça. ça, Donc c'est on continue. forcément parce que C'est qu'on aime rendu là. ça, Ouais. puis on est valorisé par des bons résultats. Les professeurs aiment ce qu'on fait, bon, etc. Tu sais. Mais on ne connaît pas grand-chose de la vie. Et souvent, les gens finissent un doctorat à 30 ans, parfois un petit peu avant, parfois un petit peu après. Puis euh, ils sont un peu sont des adultes qui n'ont pas connu grand-chose. Et là, je ne veux pas faire, tu sais, on ne veut pas nourrir l'idée que, comment dire, qu'il y a la vraie vie, puis que l'université, c'est pas la vraie vie. L'université fait partie de la vie, mais elle pourrait en faire partie un peu plus. Elle pourrait être un peu moins un abri et un peu plus un carrefour. Oui, et ça rendrait service aux doctorants et aux doctorantes à la fin. Oui, Ça leur c'est rendrait ça. service. Et ça rendrait service même, ben en fait, ça rendrait service à l'institution elle-même qui a. C'est juste, c'est la personne, c'est mon public cible, c'est à eux que je pense, mais oui, et à la Mais société puis en en passant, général. si vous n'êtes pas au doctorat, vous pouvez nous écouter quand même. Mais oui, On réfléchit parce qu'en réalité, il y a probablement même des gens qui ont décidé de ne pas faire de doctorat parce qu'ils se sont rendus compte plus vite que nous de, de ces pièges-là. mais après aussi, il y a des gens qui ont des trajets, tu sais, qui ont juste des bonnes choses à dire de leur trajet doctoral, puis plusieurs de ceux à qui j'ai parlé qui étaient comme ça, mais c'est des gens qui sont allés au doctorat après avoir pris une pause et travaillé. Et là, ils savaient qu'ils voulaient aller, et ils l'ont fait avec un autre. Ils étaient plus comme tu sais, dans cette espèce d'ignorance, ignorance, c'est peut-être pas le terme, mais Moins naïf. ils sont moins c'est ça, ils étaient moins naïfs Moins quand. naïf et probablement moins engagé dans la course Ouais, et puis ils à ont la négocié la performance. chose d'une façon complètement différente, plus en contrôle par après. Et c'est une autre façon de faire les choses. Mais que ça soit intégré, moi, je trouve que ce serait une bonne idée. Mathieu, on arrive en fait, je pense que ça fait 1 heure qu'on parle. Ah Ça va ouais. vite. Mais j'aimerais boucler la boucle. Puis, mais avant ça, si quelqu'un qui nous regarde, qui nous écoute, aimerait te poser une question par rapport à notre conversation, où est-ce qu'ils peuvent te trouver? Ah Comment ben, est-ce qu'ils font pour te ils peuvent me contacter? trouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Blue Parfait. Sky, mais Ouais, ça, ok. qui est un Mathieu peu mort par Bellil. les temps qui courent. Ouais. Ou alors passer par le balado et je Oui, répondrai avec plaisir. je mettrai les liens, je Ben mettrai oui, tes liens bien sûr, sociaux. bien sûr, bien sûr. Est-ce que tu es sur LinkedIn ou Non, j'ai pas. Non, c'est il faut faire des choix. Oui, non, mais moi, J'ai été sur X pendant un certain temps, puis là, ouais, ça a je- explosé. ouais, puis là, c'est ça, là, il y a trop de fous, là. Alors, Ok, ouais. je mettrai les liens. Ben ouais, les liens. avec plaisir. Mais donc, pensons à ton trajet, Ouais. pensons à tu sais, cette prophétie de toi, tu vas faire un doctorat, euh, ce qui peut-être t'amener tranquillement, même inconsciemment, à te bâtir une idée de c'est quoi le doctorat. Pensons à ce démarrage de doctorat, puis cette compréhension qu'il y avait quelque chose qui était pas, tu sais, qui marchait pas de la même façon que quand tu étais à la maîtrise. Mhm. Cet arrêt, après le recommencement. En tout cas, c'était quand même clairement, c'était pas une ligne droite. Non. Et tu as dû réfléchir profondément à différents moments et prendre des décisions qui sont pas fréquentes. Sont pas fréquentes ou, du moins, on n'en entend pas parler. Souvent, Non. les gens, comme ils s'en vont, les gens qui arrêtent leur doctorat, ben, on en entend juste plus. Ils disparaissent des statistiques parce qu'ils ont arrêté. Mais là, toi, aujourd'hui, tu as décidé quand même de le faire par après. Tu as trouvé ton chemin, tu l'as fait. Et là, aujourd'hui, tu enseignes au cégep Ouais. des jeunes gens et tu l'as dit. Il y en a certains que tu leur dis même,
toi, tu peux aller, tu pourrais faire de la recherche, parce que une des choses que je veux pas, c'est que les gens écoutent et se disent, ah ben, finalement, le doctorat, ça vaut pas la peine. Non, c'est... Alors, Ouais. comment est-ce qu'on boucle cette boucle? Et toi, quand tu as quelqu'un, un jeune ou une jeune élève, et tu vois, ah, elle ou lui, déjà, ils ont capté quelque chose, mais ils ont plus que ce que moi, je lui ai donné dans le cours. Et je pense, et je vais leur dire que ils pourraient s'en aller là. Est-ce que tu as quelque chose de standard que tu leur dis? Comment est-ce que tu approches ça? Puis comment est-ce qu'on fait pour être, pour pas leur pour éviter de leur donner cette fausse image de c'est quoi, mais quand même leur dire, avancez dans ces études jusqu'où vous pouvez, c'est positif pour vous, Ouais. puis ça va vous amener des compétences qui, à part les compétences spécifiques de votre domaine de recherche, des compétences qui vont vous servir pour faire des choses merveilleuses dans la vie. En tout cas, Ouais. Ben, euh, d'abord, je dirais que, pour parler un peu du cégep, que ce que j'adore et qui va rester la, la plus belle expérience de ma vie, c'est que ce sont des années de découverte de soi-même. C'est un âge où on se pose toutes sortes de questions sur son avenir. Certains ont déjà des idées très claires de ce qu'ils veulent faire, puis parfois ça change. Puis d'autres ne savent pas encore du tout ce qu'ils vont faire. Puis, il y a- mais c'est le moment où peut-être l'horizon des possibles est à son maximum. Et je pense que c'est pour cela que j'aime autant enseigner. Euh, et c'est sûr que euh, ce qu'on raconte, ben, on est lucide, hein? On est lucide sur ce que c'est. Et donc, quand je parle de ça à mes étudiants, de la recherche, du monde universitaire, de certains domaines en particulier, par exemple, en littérature, ben, les perspectives, il faut être réaliste, elles ne sont pas très grandes. Elles le sont peut-être davantage si on fait un doctorat en, je ne sais pas, là, puis là, je dis des bêtises, tu me corrigeras, mais peut-être qu'elles sont davantage en physique nucléaire ou alors en, aujourd'hui, c'est l'IA, là, tout ce qui est ouais, ben, lié à l'IA, l'IA. c'est évident que si vous allez là. Mais j'aurais tendance à dire ceci. Si vous le faites, vous allez d'abord le faire parce que vous avez envie de relever un défi qui est de nature intellectuelle. Vous avez envie d'aller au bout d'un projet et vous aimez. Je ne vous dis pas que vous allez aimer ça tous les jours. Il y a un moment où on n'est plus capable de voir notre sujet. Puis d'ailleurs, demander à un doctorant sur quoi il travaille, c'est comme la question piège. On ne sait pas par où commencer. On est souvent torturé par des questionnements. Mais faites ce que vous avez envie de faire et que vous aimez. Et essayez de ne pas être dans les calculs. Parce que les calculs, de toute façon, en général, ne marchent pas. J'ai vu des gens qui étaient à peine à la fin de leur doctorat, ils obtenaient le poste parce qu'ils étaient pile poil dans le profil recherché, mais ils n'avaient pas, comment dire, c'est tellement aléatoire, ça repose sur un tellement grand nombre de facteurs que vous ne pouvez pas calculer. Vous ne pouvez pas dire dans 5 ans, l'université va être là, puis il va avoir besoin. Puis dans telle université, il va y avoir tel poste. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas des fois des profs qui vous le disent. Parce qu'il y a des profs parfois qui vont vous dire T'inquiète pas, ça va s'ouvrir. T'inquiète pas, la vague d'embauche s'en vient. Ou alors, je pense qu'il y a tel poste. Attention à ça. Attention à ça, mais faites-le parce que vous aimez votre sujet, parce que vous aimez aussi la personne avec qui vous allez travailler, aimer au sens de respecter, d'apprécier, avec qui il y a une communication qui peut être agréable. Faites pas juste prendre quelqu'un parce que sur papier, c'est la bonne personne. Prenez, allez-y avec, là je parle du directeur ou de la Oui, 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 directrice, c'est très, très important. allez-y avec quelqu'un avec qui le courant passe un peu. Vous dites, ah, OK, cette personne-là, elle semble avoir à cœur ce que je fais. Euh, et c'est pas toujours la star. Parfois, c'est la star, mais parfois, c'est pas la star. C'est pas important, ça. Parce que ça Euh, va être 5, 6, parce que 7 ans de votre c'est vie ça, avec cette là. personne-là. Parce qu'il y a un moment où si, au bout de 3 ans, vous êtes avec quelqu'un, vous l'avez seulement pris par opportunisme ou calcul, puis que ça ne marche pas, c'est long, la vie. Là. Vous avez fait autre chose. Là. Aller je sais pas, tu sais, enseigner le ski, faire de la Ça va cuisine. être long, longtemps. Ça va Ouais. être long. Donc, c'est ça que je dirais. Et voyez-le comme quelque chose qui va vous faire grandir, vous, et qui, après ça, vous donnera pas forcément un travail précisément dans le domaine dans lequel vous avez
développer une expertise, mais va vous donner des outils, des capacités pour faire un peu n'importe quoi. C'est-à-dire, pour être capable d'accueillir un problème et de dire, OK, moi, j'ai déjà fait ça, je sais ce qu'il faut faire, il faut que j'aille faire le tour un peu de ce qui s'est dit, et puis, laissez-moi un peu de temps, là, puis je vais vous arriver avec une réponse. C'est-à-dire, une capacité à répondre. Euh, Si vous voyez les choses comme ça, vous allez être heureux. Vous allez être heureux. Et donc, je répète, j'ai aucun regret. Ça, c'est pas des années faciles, mais en même temps, qu'est-ce qui dans la vie l'est, hein? Ouais, il Euh, n'y a rien de. Il y a très peu de choses faciles qui nous donnent du plaisir, qui durent. voilà, rien n'est donné. Excellent, excellent. Maintenant, une question par rapport à toi spécifiquement et à ton expérience. Et puis, c'est une question tu sais, rapide, à réponse potentiellement rapide. Pour ceux qui commencent un doctorat, comme moi je l'ai commencé, parce qu'ils voulaient enseigner, mais qui ont compris après que finalement, un chef de lab, comme dans mon cas, c'est aussi un administrateur. C'est finalement enseigner, c'est même peut-être quelque chose n'est, tu sais, qui n'est pas, comme tu l'as dit, valorisé et qui finalement va être un détail de ton jour le jour. Euh, tu sais, mais toi, tu enseignes aujourd'hui, à part les autres choses que tu fais, écrire et les autres activités que tu as, parce que tu nous as déjà dit que tu aimes toujours avoir plusieurs projets. Mais est-ce que, toujours en pensant à la personne qui nous écoute et qui a peut-être ce désir, est-ce que est-ce que un doctorat, à part les compétences que tu as déjà mentionnées, est-ce qu'un doctorat est enseigné, euh, tu sais, est-ce que c'est un bon match? Je veux dire, qu'est-ce que ton doctorat à toi t'a apporté? Qu'est-ce qui fait qu'avec ton doctorat, tu es meilleur prof à tes élèves, pour tes élèves? Je pense que c'est la rigueur, d'abord. La rigueur, La ouais. rigueur et la... Il y a une chose qui est quand même qui est vraiment un grand apprentissage quand on écrit une thèse, mais c'est déjà vrai à la maîtrise. Il faut quand même le dire parce que, alors, incluons la maîtrise, parce que pour moi, c'est les études supérieures. C'est que quand on fait un projet de longue haleine, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, et qu'on écrit, parce que forcément on écrit, euh, on se soumet, il y a une part de nous, il y a quelque chose c'est un acte d'humilité, écrire. C'est un acte. Je le dis, c'est vrai pour d'ailleurs les livres que j'écris, que je réécris, mais vous n'avez pas idée, là, des dizaines de fois. J'écris, à la fin, c'est de l'ordre de la maladie. Mais la thèse ou le mémoire, c'est des moments où vous avez fait un travail, vous le placez entre les mains de quelqu'un, puis vous lui dites, dis-moi ce que tu en penses. Et souvent, les profs vont te répondre, ça, c'est pas clair. Ça, c'est pas clair. Reformule ça. Ici, ton lien, quel est ton lien? Tu vois ce que je veux dire? Toutes ces choses. Et ça, là, se, se soumettre à ça, c'est tout un apprentissage. Moi, je me souviens, quand je suis arrivé à la maîtrise, là, je pensais que je savais écrire. OK? Et mon directeur, François Ricard, qui est un grand styliste, grand éditeur, grand essayiste aussi, euh, ben, au début, là, il me rendait mes textes, là, puis c'était rouge, tu sais, à grandeur, c'était un massacre. Là. On enregistre, on est vendredi 13, là. C'était le massacre à la tronçonneuse. Et en fait, c'est drôle parce qu'à un moment, je dis, ah, je sais pas écrire et tout. Puis je lui en parle, j'avais au moins cette franchise de lui dire. Puis il me voyait, il était très old school, il me dit, mais non, Mathieu, ce que vous faites est formidable. Je ne fais que chercher à rendre tout cela meilleur. Puis en fait, Christy, aujourd'hui, là, pourquoi j'arrive à faire des phrases qui se tiennent? Ben parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un, quelque part, François Ricard, qui a pris le temps de me lire puis de me dire ça, c'est pas clair, qui me proposait des reformulations. Et là, je fais le lien avec l'enseignement. C'est que je parlais à ma fille récemment, OK? J'ai 2 filles, j'en ai une au cégep, puis j'en ai une qui s'en va en secondaire 4. Et on parlait de ses profs. Puis à un moment donné, elle me parlait de son prof je pense que c'est un prof d'histoire. Elle dit, il enseigne bien. Puis là, je dis, tu sais, les jeunes, ils ont leur opinion. Là, Ouais. ils enseignent bien. Tu sais, des fois, un tel est cool, je l'aime plus, elle. Bon, tu sais, ils ont. Mais ça termine là. Bon, c'est ça. Là, je dis, qu'est-ce que tu veux dire par là?
Ben, elle dit, c'est clair quand il explique. C'est clair quand il explique. Et cette clarté-là, là, c'est un travail intellectuel préalable. C'est que j'ai pensé mes affaires et ce qu'apporte un mémoire, ce qu'apporte un doctorat, c'est que vous faites cet effort tous les jours de, de travailler vos phrases, de vous soumettre à une lecture extérieure et parfois à d'autres, parce que ça arrive qu'on fait lire à un ami, etc. Mais accepter d'être lu par d'autres, c'est accepter qu'on vous dise que c'est pas clair. Mais dites-vous que ça, là, c'est l'étape qui va vous permettre un jour d'être apprécié par vos étudiants. Parce que les étudiants, là, des fois, ils ne comprendront pas, ils vont lever la main, mais très souvent, ils ne vont pas le dire. Ils vont juste pas le dire. Parce qu'ils vont avoir l'impression que c'est eux le problème, alors que peut-être, en fait, ce jour-là, en classe, ce que vous avez raconté n'était pas à point. Et donc, ce que m'a apporté le doctorat, c'est la rigueur. C'est cette volonté de toujours m'assurer que dans mes groupes, on suit ce que je suis en train de dire, on arrive à comprendre par quel chemin je passe pour expliquer, par exemple, comment, tout à coup, au milieu du 19e siècle, des jeunes écrivains qui ne se reconnaissent pas dans les romantiques, là, les vieux romantiques qui ont fait la Révolution de 48 puis qui finalement se sont fait battre par un coup d'État de Napoléon III, comment des jeunes écrivains, tout à coup, se disent, nous, on n'est pas romantiques. Nous, on est des parnassiens. Puis voici comment ça apparaît, ça. Puis voici par quelle logique étrange, tout à coup, naît un genre de mouvement littéraire et qui va produire un certain nombre de fruits et un certain nombre d'auteurs que tout le monde a oubliés, ou à peu près. Mais ça, là, c'est cette capacité à raconter, à clarifier, à revenir derrière, moi, je pense que ça vient du doctorat. Enfin, ça vient de maîtrise doctorat, ça vient des études que j'ai faites. Mais ça a beaucoup de sens. C'est intéressant. Je suis content que tu termines sur le facteur bien communiquer et bien écrire dans ton cas, mais bien transférer la connaissance et passer les idées. Et que c'est ça, de passer toutes ces années dans cette petite question qu'on va creuser, tu sais, qu'on va creuser le mieux qu'on peut, puis qu'après, il faut qu'on écrive tu sais, un mémoire ou une thèse qui se tient, mais non seulement qui se tient à nos yeux, mais qu'il faut qu'elle soit C'est approuvée, ça. euh, Que passe le test. qu'elle passe le test. Ça me fait penser à quelque chose qu'on entend beaucoup parler côté business en général, l'importance de la coachabilité, d'apprendre à accepter des notes, des critiques. Mais, et toi tu l'as mentionné, dans cet exercice-là, c'est important aussi si je ne comprends pas la note, de poser la question. Mhm. Qu'est-ce que vous voulez dire avec ça? Parce que la personne, en principe, c'est quelqu'un qu'on respecte, c'est un mentor. On va aussi, tu sais, on va respecter ce qu'elle nous dit, mais si on ne comprend pas, il faut avoir l'humilité de dire, excuse-moi, il faut que tu clarifies un petit peu pourquoi, pourquoi tu me dis de changer ça, ou etc. Mais la coachabilité. Après, la raison pourquoi je trouve ça intéressant, tu finisses dans la communication. C'est une autre bonne nouvelle. De plus en plus aujourd'hui, toutes les universités, pas juste au Québec, mais au Québec aussi, et c'est ça, je ne sais pas si tu en es conscient, il y a aussi, à part les services d'aide à la préparation à la carrière, il y a aussi un accent qui est mis, et même maintenant dans les demandes de fonds, sur le fait que les jeunes scientifiques qui sont au doctorat, même qui sont à la maîtrise, fassent de la vulgarisation scientifique pendant leur trajet académique. Et je pense que c'est très important pour différentes raisons, parce que très souvent, ben, faire de la vulgarisation, ça veut dire que je vais devoir parler à un public qui n'est pas mes collègues. Ouais. Et donc, ça commence déjà cette idée de sortir un peu des murs, mais aussi, euh, ça, quand on doit écrire quelque chose, quand on doit parler, tu sais, quand on doit tu sais, déclamer un poème, c'est un exercice de sortie de son soi, tu sais, qui souvent est très fermé sur Ouais. notre ordi ou sur notre microscope. Et donc, encore une fois, je ne sais pas si tu le savais ou pas, mais il y en a de plus en plus. Et donc, je pense qu'on va avoir des générations de jeunes PhD, de jeunes personnes avec la maîtrise, qui vont être déjà meilleurs à parler de science, à parler de leurs recherches, Mhm. et qui vont déjà avoir eu de contact avec
un public qui n'est pas juste des académiques. Et donc, en tout cas, C'est plein d'espoir, finalement. oui, c'est plein d'espoir. Qui est le Une prochain? brève histoire de l'espoir chez l'Expositeur prochainement. C'est ça. Mais oui, moi, pour vrai, dernièrement, il y a plein de petites choses qui se passent, puis d'invitations que j'ai eues qui me donnent beaucoup d'espoir. Mais l'espoir est là, c'est bien, mais je pense qu'il faut toujours qu'on ait ce petit inconfort des choses qui vont pas bien pour qu'on continue à Oui, mettre c'est ça. l'effort à ce que ça change. Demeurer critique, Oui, lucide. Ouais. et lucide. Parfait. J'ai plus d'autres questions pour toi. C'était vraiment une super belle Ben, conversation. merci, David, c'est un plaisir. J'ai pas souvent l'occasion de parler de ces années-là qui ont été des années de formation. De formation, mais ça, et clairement, toi, en plus, tu sais, de la façon que tu as raconté, tu as dû composer avec des décisions très euh, euh, difficiles, moi, je dirais, et des revirements comme ça, un peu quasiment tragicomiques. Là. Oui, Je oui. quitte, ah là, t'as Oui, l'argent. oui, c'est ça. Je quitte, j'ai l'argent, je quitte, et finalement, je reviens Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, je peux... la thèse a quand même donné lieu à un livre qui a été publié auprès de l'Université de Montréal qui s'appelle Le drôle de roman, l'œuvre du rire chez Marcel Aimé, Albert Cohen et Raymond Queneau. Alors, ça fait très longtemps que j'ai pas jeté un œil. Je sais pas comme... C'était en 2010. J'en ai vendu 135 copies. OK, mais C'est très modeste. intéressant. Pour Mais- moi, c'est très... Mais c'est C'est quelque chose, c'est important. c'est important. Je faisais mes gammes, j'apprenais à maîtriser un objet. Ouais. Alors, voilà. Merci. Merci à toi, merci d'être venu. Plaisir. Et merci pour tout ce que tu as partagé. J'espère et je suis confiant qu'il y a des gens qui vont regarder, qui vont écouter, chez qui ça va résonner et ça va les aider dans leur processus de décision, que ce soit pour continuer ou pour arrêter ou pour changer de thématique ou de superviseur. Et ça, c'est un peu tabou. Surtout arrêter, c'est très tabou. J'ai déjà eu plusieurs épisodes là-dessus. Mais juste, tu sais, changer de cap pendant un projet doctoral, c'est pas facile non plus, mais ça se fait. C'est très solitaire, hein? On est un peu tout seul, une sorte de travailleur autonome dans l'université. On aurait peut-être intérêt à avoir plus de cercles de discussion, même entre doctorants, pour briser un certain nombre de tabous. Exactement. Bon, ben déjà, espérons qu'avec cette conversation, on aide déjà une poignée de monde. Mais merveilleux. Ben, c'est ça. Je suis reconnaissant de ton temps et de tout ce que tu as partagé. Merci de l'invitation.